Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre troisième conférence de l'année. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Zaché Béché, qui est pasteur de l'église réformée de Neuchâtel. Il est suisse d'origine camerounaise, titulaire par ailleurs d'une thèse de philosophie et auteur de plusieurs ouvrages et articles. C'est un conférencier habitué des questions contemporaines, des questions actuelles, et en particulier de la question Boko Haram que nous connaissons et qui agite le bassin du lac Tchad. Ce qu'on appelle le bassin du lac Tchad, c'est la région entre le nord-est du Nigeria, le nord et l'extrême nord du Cameroun, et puis le sud du Tchad, le sud du Niger, un peu cette zone-là. Voilà. C'est un vieil ami depuis plus de 30 ans et nous avons le plaisir de l'écouter ce soir. Je ne veux pas commencer à développer son sujet, on va le laisser s'exprimer. Mais avant ça, je donne la parole à Myriam pour une petite précision. Merci. Bonsoir à toutes et à tous, en ligne et en présentiel. Comme vous le savez, la Covid nous avait obligés à tenir des conférences en ligne et on en a gardé que le meilleur, c'est-à-dire le format hybride qui nous permet de faire nos conférences et en ligne et en présentiel et d'avoir des participants et des personnes qui suivent nos conférences dans d'autres pays et via les ordinateurs. C'est pour ça que vous nous verrez aussi nous agiter derrière nos ordinateurs pour leur répondre, et ils participent aussi au débat en posant les questions dans le fil de discussion qu'on retranscrira à la fin de la conférence dans le temps de débat. Donc, je voulais juste vous dire que, comme d'habitude, la conférence est filmée. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la possibilité d'y assister, il faut juste nous envoyer un email pour qu'on puisse vous transférer le lien. Elle est par ailleurs sur la chaîne YouTube de l'Institut. Je vous invite à vous inscrire à cette chaîne YouTube. Et puis, je demanderai à chacun d'entre vous de bien vouloir s'assurer que le téléphone est en mode vibreur ou en mode silencieux, par respect pour l'intervenant. Voilà, donc la conférence est filmée, elle peut être retranscrite ensuite. Par ailleurs, à l'entrée, vous avez dû voir en passant des petites brochures qui permettent à ceux et celles qui le souhaitent de nous soutenir financièrement. L'Institut El Mouafaqa a besoin des soutiens et des dons, aussi minimes soient-ils. Nous avons aussi les actes des publications de notre dernier colloque de 2019 qui sont en vente. N'hésitez pas, aujourd'hui ou à l'avenir, et à le faire savoir. Je vous souhaite une très bonne conférence et nous aurons ensuite un temps de débat comme d'habitude. Merci beaucoup, Monsieur Béché, d'avoir accepté d'intervenir. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être là ce soir. Merci de m'avoir invité dans cet institut où j'ai eu l'occasion de rencontrer déjà plusieurs personnes dans le cadre du cours de philosophie et même en dehors. Alors, il m'est choix ce soir de parler de Boko Haram, un thème qui me préoccupe depuis déjà quelques années, presque une décennie. Alors, je ne vais pas longtemps m'attarder sur l'introduction en tant que telle, mais je voudrais tout de suite vous dire qu'il y aura 6 points importants. Donc, l'exposé va s'articuler autour d'abord du terreau historique global comme base de légitimation de cette terreur. Ensuite, comment la terreur islamiste s'installe au Nigeria. Comme troisième moment, j'aimerais évoquer les motivations théoriques de cette terreur. Quatrièmement, la terreur islamiste, comment est-ce qu'elle devient effective? Cinquièmement, le basculement géostratégique, point d'interrogation. C'est d'ailleurs une des thèses de cet essai. Et pour finir, oser enfin se poser des questions. Alors, d'obédience sunnite, Boko Haram, ou le groupe sunnite pour la prédication et le djihad, est un mouvement radicalement porté sur le rejet de la culture occidentale.
qu'il considère comme un sacrilège. Alors, se réclamant d'un islam authentique, en parenthèse salaf, vous savez mieux que moi l'arabe, il se profile dès sa création comme une sorte de panacée pour cette jeunesse nord-nigériane en partie désœuvrée et tentée de se confronter au pouvoir politico-administratif de la place. Donc, dès 2002, c'est une date à retenir, Mohamed Youssouf en prend la tête avant de disparaître en 2009, tué par la police nigériane. Il est succédé par Aboubakar Shekau jusqu'en 2015. Shekau est mort l'année dernière, le 19 mai. Aujourd'hui, le mouvement est dirigé par certains leaders, dont le jeune Abou Mossav El Barnaoui, qui se présente comme, disons, l'aile dite modérée, qui critiquait vertement Shekau autour des années 2014-2015. Alors, le phénomène est-il nouveau? Certainement pas. Donc, le djihadisme en Afrique date du XIe siècle avec l'islamisation forcée des Noirs de la vallée du Sénégal et de l'ouest du Niger par les Almoravides, les Berbères sahariens, etc. Donc, au Nigeria, l'épopée d'Ousmane Dan Fodio au XVIIIe siècle en dit long. Et c'est Gilles Kepel, ce spécialiste français que vous connaissez certainement, qui montre dans un ouvrage paru avant le 11 septembre 2001 les échecs multiples de différents mouvements terroristes qui se sont attaqués à l'Occident. Alors aujourd'hui, outre Boko Haram, AQMI, Moudjao, Shebab et dans une certaine mesure Seleka, revendiquent l'usage de la terreur pour instaurer un certain islam en Afrique, je dis bien un certain. Ce qui est fondamentalement en jeu, c'est la relation à l'autre, à autrui. La terreur vient du refus de considérer autrui comme un sujet de liberté, va-t-on dire philosophiquement parlant. Donc, il s'agit d'un geste délibéré, voire organisé, qui soustrait à autrui ou aux autres leur humanité. Toute terreur vise un objectif bien précis, la peur. La terreur, n'est-ce pas? La terreur, c'est la peur, c'est la torpeur. Notre communication met en évidence la spécificité de Boko Haram, sa genèse, son développement et la terreur, bien entendu. Alors, comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, le Nigeria, le Niger, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le directeur, le nord du Cameroun subissent de plein fouet une situation totalement inattendue. Les médias en parlent de moins en moins, mais cela ne veut pas dire que ça s'est calmé, loin de là. Aujourd'hui, d'ailleurs, le lac Tchad, ses alentours, cristallise ces violences. Le mouvement s'est internationalisé, bien entendu, et sa lecture adossée au relent géopolitique n'est pas absurde lorsqu'on sait que la mondialisation, ou plutôt la globalisation, est rarement à l'écart de ce qui se trame sur cette planète. Alors, dans mon essai, le phénomène Boko Haram, j'ai tenté d'aller au-delà de la rhétorique officielle pour analyser ce mouvement crépusculaire et tenter de faire apparaître ces différents ressorts. Comment le groupe s'est-il formé? Quel cheminement a-t-il suivi et quelles peuvent être ou en être les motivations cachées? C'est ce qui peut-être, à mon avis, vaudrait la peine d'être analysé, d'être examiné. En fait, c'est un motif de recherche important. Alors, premier moment de mon intervention, le terreau historique.
Alors, il faut malgré tout situer le mouvement Boko Haram dans une longue tradition islamique, hein, donc, qui date du 8e siècle. Alors, à la mort du prophète, deux grandes traditions voient le jour, le chiisme et le sunnisme, ça on le sait. Donc, le premier met l'accent sur les liens de sang. Les futurs chiites désignent Ali. Ça, on le sait aussi. Ce n'est pas ici que je vais l'expliquer. Donc, genre et spirituel du prophète au nom des liens de sang. Alors, les futurs sunnites se basent sur la fidélité religieuse. Donc, le lien idéologique, va-t-on dire. Donc, il désigne donc Abou Bakr, un homme ordinaire, compagnon de toujours du prophète, au nom du retour aux traditions tribales. Ainsi se dessine dès le début le spectre complexe de l'islam, laissant entrevoir une division polémique ou violente de l'héritage religieux. Le mouvement salafiste surgit au sein de l'islam sunnite, soyons précis, qui donne à la tradition et donc aux salafs, aux anciens, aux doyens, une place centrale, une place de choix. Il y a une volonté de retour à la source, une forme ancienne de fondamentalisme, même si ce vocable peut être diversement interprété. Le mouvement salafiste, prônant un retour à la tradition, se subdivise en 3 branches. C'est bien contestable, hein, cette description que je vous présente ici, mais admettons pour le moment que ce soit ça. Donc, les piétistes, dans un premier temps, les réformistes et les révolutionnaires. Donc, cette dernière veine nous intéressera davantage parce qu'elle légitime fortement l'usage de la violence et fait du djihad, c'est-à-dire de l'effort, une donnée singulière portée vers l'irascibilité, l'opposition violente aux autres possibles, y compris au courant islamique qui ne partage pas son discours idéologique. Alors, on peut considérer que Boko Haram se revendique au préalable de cette veine que je viens de citer, qui n'a cessé de verser dans la violence. Ce n'est pas tout nouveau. Mais l'idéologie anticulturelle du mouvement originellement nigérian va s'aligner sur une segmentation historique locale qui est le personnage à la fois mystique et mythique d'Ousmane Dan Fodio, né à Gobir au XVIIIe. Donc, en réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une quête de légitimité absurde. Ousmane Dan Fodio se réclamait à son époque d'un islam soufi qui est plus porté vers la connaissance, une spiritualité intense. Donc, théologiquement, l'imam tout couleur, donc Peul, n'est pas du même bord. Le personnage d'Ousmane Dan Fodio cristallise au Nigeria de cette époque, évidemment, le Nigeria n'existait pas, et dans l'ensemble de l'ancienne région du Bornou, l'image modèle dont le mouvement s'est accaparé. Si des similitudes existent entre le phénomène d'islamisation de l'imam Peul et celui du mouvement Boko Haram actuel, il faut aussi souligner, en fait, signaler plutôt que de nombreuses questions persistent. Il est difficile de maintenir cette identification pendant longtemps car Boko Haram a tout d'un mouvement ou motivation qu'on qualifierait d'abject, au risque de fausser la scientificité de l'analyse. J'en sais rien, mais c'est terriblement abject. On est d'accord là-dessus. Alors, dans mon ouvrage, une réflexion est consacrée à cette différence entre l'idéologie de Boko Haram et celle du leader soufi. Parmi ces lieux de rupture, on peut évoquer succinctement la théologie, d'abord,
Celle de Danfodio était mystique, symboliste et poétique, alors que Boko Haram, de son côté, verse dans le discours terriblement fondamentaliste. Donc, rien à voir avec l'islam soufi et l'islam en général, de toute façon. L'usage de la force semble moins jusqu'au boutiste du temps de Danfodio, l'instrumentalisation des gens, au fait du personnage plutôt de Danfodio, qui coïncide avec la fabrication des kamikazes ou l'infra-humanisation de la femme, l'asservissement des populations pour lesquelles l'on semble combattre, sont contraires aux visées du Cheikh Peul Danfodio. Avec Boko Haram, le rapport aux biens matériels devient aussi furieusement questionnant. Comprendre le mouvement Boko Haram nécessite a priori un ancrage dans l'histoire de l'islam en captant des événements majeurs qui ont, dès le départ de cette religion, ouvert des voies. Celles-ci ont aussi, à leur tour, connu des métamorphoses conséquentes. Mais l'identification de Boko Haram au sunnisme, ou plus exactement au salafisme, connaît aussi des limites. Si la lecture de l'islam est fondamentaliste, c'est la lecture boko haramienne de l'islam est fondamentaliste, il faut souligner que le seul motif de la terreur ne relie pas le mouvement aux révolutionnaires salafistes. L'influence chiite est aussi présente dans l'itinéraire du fondateur du groupe Boko Haram. Comment la terreur s'installe-t-elle au Nigeria? Deuxième moment de notre intervention. Donc, historiquement, il existe dans ce pays d'Afrique de l'Ouest un clivage nord-sud sur fond de tensions religieuses. La partie méridionale, peuplée de chrétiens et animistes, et le septentrion de musulmans. Bon, c'est peut-être des catégories grotesques, hein. Il y a aussi des musulmans dans le sud comme il y a des chrétiens dans le nord. Il existe au Nigeria à la fois une sourde rivalité et une profonde méfiance entre musulmans et chrétiens. Il faut avoir à l'esprit que dans cette société nigériane multiconfessionnelle, le système colonial a épargné le Nord qui s'était toujours développé à partir de ses traditions et de la religion monothéiste. Dans le Sud, par contre, le projet colonial britannique avait investi les communautés locales dites païennes afin de les affranchir de leur culture propre, donc de les sortir du polythéisme ou de leur paganisme, entre guillemets, et les introduire dans le monothéisme. L'Église et l'école jouaient un rôle de transformation sociale et culturelle dans le sud du pays. Cependant, pour mieux comprendre la genèse de l'usage de la terreur au nord du Nigeria, il convient de s'imprégner du contexte historique immédiat lié à l'enseignement religieux. Depuis plus d'une décennie, de nombreux jeunes Nigérians sont au bénéfice de bourses d'études dans des institutions universitaires. Je dirais maintenant 2 décennies quasiment, dans des pays tels l'Arabie Saoudite, les Émirats, Qatar, et même ici en Afrique, en Égypte et au Soudan. Souvent, ces formations à l'étranger, fortement soupçonnées d'imprégnation salafiste, se limitent à la théologie et à la linguistique. Ils ne vont pas étudier l'informatique, ils ne vont pas étudier l'ingénierie, je ne sais rien, mais les disciplines inhérentes à la religion, on va dire comme ça, donc la linguistique en fait partie. Alors, pour de nombreux jeunes du nord du Nigeria, l'avenir s'annonce sombre. Un sentiment d'injustice va se répandre progressivement au sein de la société. D'une part, il y a du point de vue de la vie civile et sociale
un certain manque de reconnaissance, car seul compte vraiment la formation classique occidentale. Ces formations reçues dans les pays que je viens de citer n'ont pas tellement d'importance. Quand ces jeunes rentrent chez eux, ils sont quasiment désœuvrés. D'autre part, ces choix de filière vont se révéler inadéquats parce que ne débouchant pas sur le rêve légitime de l'emploi pour un jeune. Donc, si l'État n'est pas en mesure d'employer tous ces diplômés qui rentrent au Nigeria, alors, à plus forte raison, saurait-il contenter les jeunes déjà formés dans les filières jugées sans issue? Alors, pour de nombreux jeunes, l'avenir s'annonce sombre. Un décor, un sentiment plutôt d'injustice va se répandre progressivement au sein de la jeunesse nord-nigériane. D'une part, il y a, du point de vue de la vie civile et sociale, un certain manque de reconnaissance. Et je change de micro, peut-être? D'accord. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, depuis toujours, la corruption aussi, sécrétée par l'appareil de l'État, l'administration, l'armée, etc., provoque une révulsion du comportement hostile dans la société. Ce climat est assez propice pour susciter des soulèvements, tant les populations en général sont en proie à toutes sortes de mécontentements. Dans le désœuvrement de la jeunesse dans le nord du Nigeria ouvre la voie donc à l'endoctrinement. Endoctrinement facile, va-t-on dire. Donc, dans cette partie du Nigeria en particulier, donc, le sentiment d'une polarisation excessive du pouvoir politique au sud, avec la présidence de Goodluck Jonathan, a participé à faire le lit de Boko Haram dans le nord, à Kano, Bauchi, Maïdougouri, Sokoto, dans toutes ces localités du nord du Nigeria. Alors, je vais peut-être aller plus vite. Donc, cette donnée persistante, faite de confusion et de préjugés, va offrir l'occasion de décrier le fonctionnement de l'État fédéral et l'ordre colonial jadis imposé par les Britanniques. En tout cas, c'est ainsi que c'est ressenti. Ainsi, le rejet du système colonial occidental, Boko, c'est ce que ça veut dire, hein? Boko, book, venant de l'anglais book, Boko, en langue haoussa, apparaît comme un discours très bien huilé, donc pouvant cristalliser toutes sortes de frustrations dans une société en panne. La terreur boko haramienne viendra de ce cocktail d'incrimination pour assurer une prolifération de désespérance. Dans ce contexte trouble, innervé par des faits établis, tout comme par des fantasmes, Youssouf, le jeune Youssouf, prendra la tête d'une révolte d'abord sourde, puis de plus en plus affirmée. La religion est convoquée et devient un terreau plus ou moins officiel du combat social. On va utiliser la religion comme levier de lutte sociale. Les discours se font de plus en plus véhéments. Le leader du mouvement n'a pas d'épaisseur suffisante pour s'imposer devant les imams locaux, plutôt réservés, distants par rapport à ce projet funeste de Boko Haram. Donc, il va se confronter, mais en vain, dans ce contexte religieux assez trouble. Le discours déviant, littéraliste et simpliste va servir finalement de levier pour la révolution, entre guillemets, de Boko Haram, révolution armée, bien entendu. Alors, le processus d'ensauvagement va suivre. Il est déclenché et il remonte aux confrontations policières qui ont eu lieu à Yobe, dans un premier temps, avec
le mouvement de Youssouf sera mis à l'index et violemment repoussé. Au fil des temps, la violence exercée par le mouvement n'aura d'égal que son aveuglement, bien entendu, qui se traduit par une incontestable élaboration d'industrie de la mort. Certes, se revendiquant d'une justice sociale, le mouvement s'attaque d'abord à l'État, à ses symboles, la police, l'armée, les bâtiments administratifs, les écoles, bref. Ensuite, les islamistes radicaux rudoient les communautés chrétiennes établies dans leur propre lieu de prière. Les églises sont incendiées, les fêtes de Pâques deviennent des moments de lamentation. Les églises considérées comme vitrines de la religion et de la culture des Blancs vont subir donc de plein fouet et de façon continue l'oppression de ce mouvement islamiste. Donc, cette gradation dans la terreur, figurez-vous, va investir les co-religionnaires musulmans eux-mêmes. Ils ne sont pas épargnés. Les mosquées deviennent de hauts lieux de propagation indifférenciés de la mort. Les musulmans commencent à être attaqués par des soi-disant musulmans. Suivront la jante féminine avec l'événement spectaculaire dont on se souvient, hein, ce qui s'est passé à Chibok, les lycéennes arrachées à leur école et surtout à l'amour de leur famille. L'opinion mondiale en fait un écho assez disparate. Les enfants ne seront pas du reste. Leur enrôlement se multiplie au gré du temps. Les familles deviennent malgré elles des lieux de conflit et de destruction. Troisième moment, je ne sais pas si je continue tout de suite ou bien je m'arrête un moment, mais je vais peut-être empoigner ce troisième moment de l'exposé, à savoir les motivations théoriques de la terreur, sans trop m'étendre. Donc, à partir de quoi ou d'où la terreur commence? La mise en évidence du Coran et des discours des chefs de Boko Haram permet de souligner à la fois leur proximité et la distance radicale qui les sépare. D'une manière absolue, le mouvement se réclame d'une lecture authentique. C'est ce qu'ils disent. Hein. Or, l'absence d'exégèse constitue en soi une entorse à toute lecture valable, acceptable. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans un lieu où on parle de théologie, d'exégèse. La lecture de Boko Haram est littéraliste, cela va de soi. Donc, ce que je considère ici comme une violation du texte est a priori la première marque de terreur, limitant l'horizon, abrutissant les esprits ou mieux les conditionner. Alors, outre ce regard qui entrave l'essence de toute forme de religion, y compris le christianisme d'ailleurs, la secte se base sur la vie du prophète. La porte est ainsi ouverte à toutes sortes d'approximations, d'adaptations violentes. La condition du guerrier, temps du prophète, devient celle du combattant actuel. C'est ainsi qu'ils arrivent à manipuler la population. Par exemple, le temps de prière est revu à la baisse, bien qu'il y ait des prières, des rakats, n'est-ce pas? Des prières surérogatoires. Donc, de facto, ce retour voulu à l'islam des origines, qui est la caractéristique essentielle de tout mouvement salafiste, est directement associé au rejet, non pas uniquement des traditions qui ont prévalu par la suite, mais surtout de la modernité occidentale. Boko Haram porte bien son nom, rejet de l'Occident, via sa culture. Alors, à la mort de Youssouf, qui fit des études en Arabie Saoudite, ça, je ne sais pas si je l'ai dit d'entrée, des études non abouties, visiblement il n'avait pas le niveau. Alors, Shekau prit la relève, il bouscula la hiérarchie et fut déclaré imam.
comme ça, du jour au lendemain. Imam autoproclamé. Il donne des ordres à des cheikhs censés être instruits religieusement et qui ont à charge, n'est-ce pas, une zone et différents camps qui sont répartis en différents secteurs. L'on assiste vraisemblablement à une sorte d'éclatement du mouvement, point de vue idéologique. Il est certain que que depuis la mort de Youssouf, le contenu théologique du mouvement, bien que déjà dévoyé par la majorité islamique, connaît une chute libre. Ce n'est pas tout le monde qui va le suivre. Ceux qui connaissaient bien le Coran se sont démarqués de lui. Alors, si Shekau s'est illustré par des discours plus provocateurs et harangueurs, Bernaoui est présenté comme n'ayant pas d'épaisseur idéologique. C'est la confusion totale. Alors, en somme, pour aller un peu plus vite, la revendication sociale semble donc ostensiblement légitimer la terreur. Ce n'est pas la théologie, mais c'est la revendication sociale qui, en réalité, est à l'aune de ce mouvement. Et si le fil conducteur était simplement masqué par la ruse, l'exploitation éhontée de la misère avec pour corollaire la malhonnêteté intellectuelle qui a fini par faire de l'islam dans cette région un problème, alors que fondamentalement, ce n'est pas le cas. Évoluons donc. J'aimerais parler maintenant de l'effectivité de la terreur. L'islamisme radical de Boko Haram sévit militairement et de façon organisée, rien à voir avec le primitivisme des mouvements antérieurs qui ont aussi eu comme support idéologique une lecture spécifique ou littéraliste du Coran et des traditions. Le terrorisme islamiste a évolué avec le temps et s'est adapté au contexte dans lequel il continue d'exercer. Si l'usage d'Internet a permis le recrutement de nombreux jeunes en Europe, en Afrique de l'Ouest, à l'Est ou au centre, les contacts avec les potentiels adeptes s'effectuent sur le terrain. Ces derniers peuvent aussi retrouver des récits, des patrons de mouvements sectaires sur des supports comme les MP3, les CD qui se vendent sur la place du marché. L'endoctrinement suit son cours. Donc, à l'image des comptoirs de vente de produits, Boko Haram se vend auprès d'une élite corrompue, elle aussi, en ce qui concerne les liens les plus discrets, et puis investir la population de façon directe et impitoyable. Certains politiciens nigérians, politiciens véreux bien entendu, ont aidé en coulisses ce mouvement. Donc le mode d'enrôlement est variable. Il n'y a pas que la violence physique, donc, indépendamment du saupoudrage idéologique dont j'ai parlé via la religion, il existe bien un usage en finesse du mensonge. Des promesses sont faites à des jeunes gens en proie au désespoir, promesses de type économique, et ignorant de ce qui pourrait réellement advenir s'ils décidaient de partir avec le mouvement. On leur promet des engins, par exemple, ça s'est vu. On leur promet des biens matériels, d'énormes choses. D'une manière générale, la jeunesse saharienne est vouée à une calamité des plus inattendues. Donc, d'habitude, on combat la sécheresse pour repousser le désespoir dans cette zone de notre planète. Et là, on combat pour faire apparaître la vie en plantant des arbres ou en créant des espaces de rétention d'eau. Aujourd'hui, un groupe terroriste, il forme des gens pour tuer. Bref. C'était juste une petite parenthèse. La terreur du mouvement n'a pas de limite. S'il existe bien un procédé bien huilé de manipulation, il y a surtout la coercition comme méthode redoutable de violation
de tout genre. Les attentats suicides sont une nouveauté au Nigeria. De jeunes filles ont souvent été porteuses d'explosifs qu'elles dissimulent malgré elles sous leurs vêtements, leurs pailles. Droguées ou accompagnées manu militari, elles sont forcées d'aller se faire exploser au milieu des foules. Souvent, des marchés, tant ruraux qu'urbains, ont été des théâtres de ces horreurs dans les localités du Nord Cameroun. Il arrive, par exemple, que des filles soient chargées d'explosifs et traînées vers la frontière du Cameroun. Elles traversent et elles vont éclater dans des petits villages, notamment dans la ville de Mora, non loin de la frontière nigériane. L'épisode de Chibok cristallise à la fois la détestation de l'institution étatique, le rejet de la culture et surtout la chosification de la femme. D'une manière générale, le mouvement Boko Haram ne donne à la femme qu'un statut subalterne. On ne pouvait pas attendre mieux d'un mouvement pareil. Elle est esclave, appelée uniquement à servir, contrôlable à souhait, fusible dans le combat que le mouvement instrumentalise à sa guise. Alors, Shekau faisait cette déclaration fracassante et terrifiante à la fois au sujet de la femme. Voici ce qu'il avait dit. « J'ai enlevé les filles, je vais les vendre sur le marché au nom d'Allah. Il y a un marché où ils vendent des êtres humains. » Fin de citation. Celles qui ne sont pas musulmanes sont converties de force, elles sont mariées de force ou s'occupent de nourrir le groupe. Nourrir les soldats, par exemple. Soldats, entre guillemets, évidemment. Cet élan grotesque de marchandisation concerne aussi les enfants et les adultes, puisque ces derniers peuvent être à tout moment kidnappés et faits otages. Alors, des Européens ont connu cette douloureuse aventure et le motif essentiel semble être l'argent. On a bien vu que ces otages étaient libérés après des négociations dont les termes sont absolument inconnus de nous autres. Donc, en général, les pays d'origine ou ceux dans lesquels ils habitent peuvent intervenir pour des demandes en grâce, moyennant des quantités époustouflantes de billets de banque. Donc, le mouvement, dans ses projets de terreur, a besoin de moyens conséquents. Je reviens un tout petit peu à l'enfant. L'enfant, spécifiquement dans le sillage du mouvement, subit donc une transformation à la fois historique et anthropologique. Il se pose en ennemi de sa propre histoire, sa peur de son identité profonde. Je ne vais pas tout lire, mais juste peut-être relater ce qui se passe souvent. C'est qu'ils vont kidnapper des enfants, ils les conduisent dans leur propre famille, ils les ramènent chez eux, ils leur offrent des armes et ils leur demandent d'exécuter leurs propres parents. Oui. Pire, des fois, ils vont même jusqu'à demander aux enfants d'égorger leur père. Ils leur tendent le couteau et le fusil. Alors, égorge ton papa, sinon. Vous voyez, cette forme d'aliénation, c'est l'horreur, mais à son degré le plus élevé. Je ne vais pas tellement approfondir cet aspect pour permettre que nous puissions tout à l'heure discuter. J'amorce donc la 5e étape, le basculement géostratégique. Alors, de nombreux écrits se sont penchés sur l'historicité du mouvement, soit en minimisant l'intériorité au profit de l'extériorité du phénomène, soit en procédant de façon opposée. Alors, Boko Haram résulte d'une complexité. Ce qui au départ n'était pas si évident, puisqu'il s'agissait a priori d'un mouvement révolutionnaire radical,
revendiquant au nom de l'islam ou d'un certain islam un discours anti-occidental, devenu par la suite plus important. Le nord du Nigeria a toujours connu une tradition de conflits religieux, nous l'avons aussi signalé, les courants islamistes qui ont été à l'aune de ces agitations n'ont pas toujours gardé une cohérence d'ensemble. En intériorisant la compréhension de l'expansion du mouvement, on peut s'interroger ainsi. Pourquoi la terreur triomphe-t-elle? La mécanique de la violence est liée à des réponses inadéquates à un ensemble de problèmes locaux. L'on constate aussi que l'arsenal local a quelquefois été pillé par ce groupe salafiste. Les militaires nigérians se sont plaints à certains moments d'avoir perdu des engins ou des armes. Le terreau nigérian en particulier est propice à l'émergence de groupes islamistes au passé local strié par des individualités dont Ousmane Danfodio et bien d'autres imams religieux, enfin d'autres religieux, je veux dire. Cependant, ce qui se trame aujourd'hui paraît plus important. En d'autres termes, si l'historiographie locale est riche en argumentations qui définissent l'internalisation du conflit, celle-ci ne fait pas moins polémique. Ne serait-il pas naïf de considérer que le salafisme nigérian se soit terriblement adossé ou organisé, allais-je dire, pour déstabiliser les pays limitrophes au lac Tchad? Tout a commencé au nord du Nigeria et maintenant il y a 4 pays qui vivent de plein fouet cette horreur. Un lourd soupçon pèse sur cette sorte de refus construit de victimisation historique qui s'obstine à déplacer les responsabilités. Dans les rangs du mouvement Boko Haram se recrutent des individus d'origine diverses. Ce n'est pas que de jeunes Nigérians. Ce n'est pas que de jeunes Kanouris du Nigeria ou du Cameroun, parce que l'ethnie Kanouri a subi de plein fouet les affres du mouvement. Étant autochtones, les jeunes de cette ethnie ont été les premiers à être recrutés. Donc, cette question de la responsabilité historique des différents segments se pose du côté du chercheur. Quelle est sa posture? Alors, Nicolas Courtin, un spécialiste français, évoque dans un article consacré à la compréhension du mouvement que les historiens africains sont confrontés à des problèmes méthodologiques. Voilà, je vais le citer. L'intégrité du chercheur en sciences sociales n'est pas aussi remise en cause, mais il en va de la protection des personnes qui ont consenti à fournir aux chercheurs des informations sur les groupes armés. Fin de citation. J'ajouterai pour ma part que la même problématique concernerait aussi les acteurs scientifiques extérieurs au continent africain. Quelle reconnaissance aurait-il s'il soulignait clairement les soutiens exogènes directs ou indirects du mouvement Boko Haram? Alors, remarquons par exemple les réflexions d'un spécialiste français, peut-être pas connu du grand public, M. Alain Chouet, sur la Syrie. Tout ce qu'il a pu dire sur la Syrie ont été très peu relayés. La télévision ne s'en occupe pas, la radio, les journaux non plus. Donc, tentons d'en élucider les réponses. D'une part, l'arsenal militaire du mouvement Boko Haram provient d'horizons divers, y compris de l'intérieur du pays. Se pose alors cette question. Comment cet hydre islamiste s'est-il procuré un tel patrimoine agressif s'il ne bénéficiait véritablement d'appuis solides tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du Nigeria? D'autre part, la religion ne doit certes pas être exemptée de cette réflexion d'ensemble sur la nébuleuse Boko Haram. Mais cependant, la religion a montré qu'elle peut aussi véhiculer toutes sortes de barbarisme et de radicalisme.
n'ayant pas toujours de frontières rigides, elle peut se glisser dans la mondialisation. Essayons d'aller un peu plus vite. Donc, comme toujours, cette mécanique de la terreur passe à la fois par le vecteur religieux et par la mondialisation. Donc, aucun espace n'est épargné. Autant la géostratégie organise le partage des territoires du monde, autant elle dépend d'un besoin incorrigible et instable de ressourcement. La terreur soi-disant islamiste devient le moyen le plus obscène et peut-être le plus efficace, j'en sais rien, pour investir les richesses. La vente d'armes obéit rarement à l'éthique. Je ne sais pas si on fabrique des armes pour les garder et pour les vendre au compte-gouttes. La guerre, ça rapporte. Alors, si la Norvège, il y a quelques années, s'est résolue à ne plus fournir d'armement aux pays tels l'Arabie Saoudite ou le Koweït, dont on connaît de la proximité, voire l'inféodation à certains mouvements wahhabites, il n'en demeure pas moins que voilà, les fabricants d'armes y voient quand même une certaine opportunité. Rien que la vente de ces outils militaires qui en font de véritables, qui, hormis l'éventualité de possession de terres innervées de ressources importantes, représente une aubaine économique considérable. Que ferait le capitalisme triomphant actuel sans la guerre? À quoi la logique de guerre obéit-elle dans un monde globalisé? Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est difficile de ne pas imaginer Boko Haram comme création de la géostratégie politique mondiale. C'est ce que j'essaie de défendre dans mon essai, dans laquelle certains pays du Golfe, d'Occident, la Chine, la Russie notamment, jouent leur partition. La géostratégie devient un élément central avec lequel il faut compter aujourd'hui. Il n'est pas possible d'isoler le phénomène Boko Haram qui se trame en dehors de ce contexte. En clair, on ne peut pas durablement, ou on peut durablement occulter l'implication étrangère dans ce conflit, qui perdure de 2002 jusqu'en 2022. 20 ans. Bouhari a tout essayé, le mouvement persiste. Il est nourri, il est entretenu. Bref, l'effort de faire monter l'éthique au-dessus des intérêts géostratégiques qui culminent l'économie, le pouvoir politique, etc., doit demeurer une espérance humaine radicale. Il ne faut cependant pas sombrer dans une analyse totalement résolument marxiste. Il faut imaginer qu'un au-delà de toute réalité puisse exister. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, je me rends compte que c'est assez long. Le dernier moment de ma réflexion maintenant, j'essaie d'aller un peu vite, oser se poser des questions. Alors, nous avons, dans un premier temps, montré que l'irruption du mouvement Boko Haram n'est pas indissociable de l'histoire, à la fois interne et externe, et que minimiser l'un au profit de l'autre serait une entorse, à mon sens, méthodologique. Cependant, dans l'interne, il faut aussi prendre en compte l'histoire contemporaine comme cadre déterminant de l'implosion à laquelle on assiste aujourd'hui. Même si la maîtrise ou l'inféodation des médias par les forces internationales invisibles, je ne nomme personne, donne des images biaisées de la réalité, nous en sommes habitués, il existe de nombreuses défaillances à l'intérieur de ce pays. Donc, le Nigeria, le Cameroun, le Niger ou le Tchad doivent quand même se poser des questions. Alors, pourquoi Boko Haram agit-il dans ces contextes? La première raison est religieuse, nous l'avons dit. Le mouvement fait facilement son chemin dans les sphères où la religion est majoritaire.
l'importance des courants déviants et prompts à la radicalisation définit le cadre propice du chaos. L'amalgame entre islam et terreur est devenu une réalité dans l'esprit de nombreux individus, y compris dans certains partis politiques, dont le wahhabisme a contribué à offrir cette image malheureuse. C'est triste. On est tous d'accord. Dans les milieux sahéliens en général, l'accès à l'école officielle a toujours été ralenti par toutes sortes de préjugés. Il y a des pesanteurs culturelles et des fois aussi la déliquescence de l'État. Alors, le Coran s'est taillé une importance considérable dans le processus d'éducation des masses. C'est la culture locale. L'éducation et la religion ont montré ainsi leur cousinage. C'est une réalité. Alors, il est incontestable que l'une et l'autre s'activent soit dans la perpétuation du chaos, soit dans sa résolution. Alors, fort heureusement, les socles religieux ont pu tenir face à l'imposture de Boko Haram. Le dialogue interreligieux a persisté malgré cette vague de terreur. Aujourd'hui, l'idéologie du mouvement reste minoritaire et son entrain à libérer autant de violence est une partie de l'explication. Sur le plan de l'éducation, les États n'ont pas toujours veillé à susciter une conscientisation beaucoup plus grande sur les enjeux de la réalité. Allons plus loin. L'entêtement de certains chefs d'État africains, j'avais parlé un peu de ça, à tout prix, à conserver le pouvoir, facilite ces luttes contre le terrorisme, ne facilite pas la lutte contre le terrorisme, autant pour moi. Il est un cumul de frustration, de distanciation et de désintérêt des masses de la chose républicaine. Alors, dès le départ, hormis l'impuissance caractérisée du Nigeria sous Goodluck Jonathan, les pays ont déployé leurs forces armées nationales pour garantir la territorialité, protéger les populations, repousser ainsi la terreur. Aujourd'hui, le Nigeria a fait d'énormes efforts sous Buhari. Cependant, le lac Tchad est devenu l'épicentre même du conflit. À partir du lac Tchad, donc de ce lieu stratégique, la branche armée, Boko Haram, continue de répandre sa terreur. Les comités de vigilance sont une réponse locale, mais timide, au mouvement, au phénomène d'insécurité. Si vous allez dans le nord du Cameroun, par exemple, dans la région de Mora, Kolofata, etc., vous remarquerez qu'il y a des petits groupes de personnes qui essayent tant bien que mal de secourir la population, de contrer ce mouvement terroriste. Alors aujourd'hui, il faut que les leviers institutionnels et non institutionnels convergent pour bâtir l'espoir là où le chaos semble avoir pris le dessus. Le dialogue interreligieux, nous l'avons souligné, doit également renforcer les réflexions sur l'exigence de la paix, la culture de la paix au sein de la société pour que les jeunes ne soient pas des proies faciles, ou alors les pauvres, parce qu'il n'y a pas que des jeunes, hein, il y a aussi des pauvres qui sont, en fait, des pauvres, façon de parler, je ne sais pas qui est pauvre, qui ne l'est pas, ou qui est riche ou qui ne l'est pas, ça c'est encore à voir. Essayer d'insuffler cette culture de la paix au sein de la société. Quel est le sens du religieux? Ces débats pourraient appartenir à ces sociétés piégées par le radicalisme. J'arrive donc au bout de cet exposé en vous épargnant certains paragraphes qui paraissent assez longs. J'aimerais plutôt permettre que nous puissions, en fait, laisser la place au débat, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une conférence, mais d'une conférence débat. Je vais m'arrêter quasiment à mi-chemin en vous laissant la parole et en vous remerciant d'avoir été si patient à mon égard. Merci.
Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage sur l'historique du mouvement terroriste Boko Haram, mais aussi sur les aspects et les enjeux historiques, socio-économiques, théologiques et géostratégiques qui ont permis son développement et notamment son écho auprès d'une jeunesse que vous décrivez comme frustrée et désœuvrée, proie facile de l'endoctrinement. Vous avez aussi insisté sur les exactions et les violations atroces qu'on a pu voir dans les médias dont ce mouvement a été l'auteur, mais aussi sur l'impact et l'effet de contagion et de déstabilisation dans les pays limitrophes et dans la région. Et enfin, vous avez insisté aussi sur les facteurs exogènes qui ont permis et alimenté cette mécanique de la terreur, je vous cite. Finalement, ces différents aspects, et ça me permet d'ouvrir le débat, ces différents aspects décrits dans votre intervention me semblent s'appliquer et décrire finalement des mouvements terroristes contemporains et somme toute qu'on peut décrire comme postmodernes. Vous avez insisté aussi sur l'importance de l'informatique, sur l'économie de la guerre, sur les industries de l'armement, et qui me semble s'appliquer à une grande partie des mouvements qui se revendiquent du religieux pour légitimer la haine. Et là, les exemples sont malheureusement très nombreux. On peut citer l'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou ensuite le MUJOA, le mouvement Unicité et Djihad en Afrique de l'Ouest, mais aussi l'internationale daeshienne, qui me semblent tous correspondre à la description que vous en avez faite. Il y a deux questions en ligne, mais peut-être que je laisserai d'abord la parole à la salle s'il y a des réactions, des questions, des demandes d'éclaircissement. Voilà, ils sont les bienvenus. À vous la parole. Merci encore, monsieur le professeur. Bismillahirrahmanirrahim. Je vous remercie pour votre conférence importante. Il faut dire que les mouvements terroristes comme Boko Haram et l'État islamique, Daesh, en Irak et en Syrie et autres mouvements, sont le résultat de l'ignorance, le résultat de la mauvaise interprétation des textes religieux, du djihad, c'est-à-dire le combat contre tout ce qui est non musulman, c'est-à-dire d'après leur interprétation. Il faut dire aussi qu'ils ont un côté de révolution contre les injustices. C'est dans les pays, il y a toujours des mouvements terroristes, dans les pays où il y a un manque de démocratie, un manque du respect des droits de l'homme, un manque de justice socio-économique, un manque d'aide aux pauvres et aux marginaux. Il y a aussi un point très important. Il y a des ennemis de l'islam qui utilisent certains terroristes pour faire des actes terroristes pour donner une mauvaise image de l'islam, pour que le monde croit que l'islam est la religion de l'intégrisme et du terrorisme. Je vous donne un exemple concret. Abu Bakr al-Baghdadi, qui était proclamé prince des islamistes en Irak après la chute du régime de Saddam Hussein. Abu Bakr al-Baghdadi était dans la résistance irakienne contre l'invasion américaine. Il a été arrêté par les Américains. Il a été emprisonné dans une prison américaine. Il avait subi un lavage de cerveau par les Américains. Ils lui ont ordonné de créer Daesh, de lui financer, de lui donner les armes et de combattre tout le monde. Pas seulement les chiites, mais même les sunnites. Ils lui ont donné le statut d'un prince. Donc lui, il a commencé à tuer à gauche et à droite, pour une raison, pour rien du tout. Donc là, c'est un programme bien fait, bien organisé pour accuser l'islam d'intégrisme et de terrorisme, sachant qu'il y a des mouvements terroristes qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui n'ont rien à voir avec aucune religion. Je vous donne l'exemple des Kurdes. Les Kurdes qui ont fait, il y a seulement quelques jours, un attentat terroriste à Istanbul, en Turquie, ils ont tué des innocents. Donc voilà, pour combattre le terrorisme, pour combattre les mouvements terroristes, il faut plus de démocratie, plus du respect des droits de l'homme,
plus d'éducation des jeunes, plus de tolérance, plus de civisme. Et comme ça, le monde peut combattre le terrorisme. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous souhaitez répondre d'abord. Partage entièrement ce point de vue. Merci pour votre rapport. Nul n'a le monopole de la terreur. Il n'existe pas une religion de la terreur. La terreur, c'est ce qu'on en fait. La terreur est une culture en soi. L'histoire de l'humanité est émaillée d'exemples de toutes sortes. Je suis entièrement d'accord avec vous.